Vous allez à la piscine, le plot sur lequel sont les nageurs, il est connecté, il envoie de l'information, c'est un vrai système connecté. Le succès des jeux a été phénoménal et le volume de fausses boutiques en ligne après les jeux a été phénoménal. Tennis Service aujourd'hui, tout le monde peut le faire, il y a des bots sur Internet, c'est quasiment une cyberattaque à ce service. Si on parle de la Russie, oui, peut-être il n'y a pas eu des attaques très destructives, mais ils ont mené quand même les campagnes de désinformation. Lorsqu'on commence à évoquer un état X ou Y, on rentre dans ce qu'on appelle l'attribution, et l'attribution, c'est le rôle du politique. La collaboration avec l'ANSSI, elle a été top parce qu'elle nous a permis, nous, d'avoir un interlocuteur unique vis-à-vis de l'ensemble des services de l'État. La faillite, si elle était sur un, elle était sur tous. C'était pas tellement le manque de communication que je craignais, c'était plutôt trop de communication, trop d'acteurs à associer qui veulent prendre l'information en premier. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Recorded Future. On va parler des Jeux Olympiques de la cyber, le réel bilan d'une catastrophe annoncée. On reçoit 5 experts qui vont répondre à mes questions, également répondre aux vôtres, et qui vont dans un premier temps commencer par se présenter. Je te donne la main, Nina. Merci Yasmine, bonjour à tous. Je m'appelle Nina Gorbachevski, je gère une équipe de consultants en CTI chez Recorded Future. En fait, on fournit des renseignements sur les menaces dans le domaine de la cybersécurité, sécurité physique, la fraude, etc. Et on a travaillé beaucoup avec nos clients sur le sujet des JO. Merci. Philippe. Bonjour à tous. CISO adjoint du groupe Crédit Agricole, 25 ans d'expérience, on va dire, dans le domaine bancaire, plutôt dans la transformation digitale. Depuis 1 an, donc je suis un petit jeune dans la cybersécurité. Par contre, vu les événements qui se sont passés, ça fait apprendre pas mal à l'organisation. Sinon, depuis 2016, au sein du groupe Crédit Agricole. Franck. Merci Yasmine, bonjour à toutes et tous. Donc Franck Bonnard, je suis le directeur cybersécurité du groupe La Poste. Un petit jeune aussi, puisque depuis 1 an. Pas la peine que je présente La Poste, je pense que tout le monde sait ce que nous faisons. Nous faisons plein de choses qui, en plus de nos activités traditionnelles, telles que du bancaire, de l'assurantiel et plein d'autres choses, mais surtout, dans le cadre de cette émission-là, je peux dire que nous étions supporters officiels des Jeux Olympiques. Jérémy. Donc Jérémy Couture, donc moi j'étais en charge de la cybersécurité opérationnelle au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et j'y suis arrivé en juillet 2021, juste avant les Jeux de Tokyo. Et puis François. Bonjour à tous et toutes, François Bidando, le directeur cybersécurité du groupe RATP, fortement mobilisé pendant l'événement pour assurer le transport de tous. Alors pour recontextualiser cette émission, on avait fait une émission il y a 1 an dans laquelle d'ailleurs on avait avec nous Nina, on avait Jérémy, on avait François et on s'était posé la question de savoir est-ce que la France était prête à recevoir les JO. Et d'ailleurs on avait fait, tu me l'as rappelé tout à l'heure Jérémy, on avait fait un sondage pour demander au public et je crois qu'on avait plus de 1000 votants avec un gros taux de personnes qui étaient négatives. Finalement on n'y croyait pas et c'est ce dont d'ailleurs on va parler aujourd'hui. Finalement ça s'est très bien passé, d'ailleurs félicitations à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. J'ai envie de commencer par quelques chiffres et je vais vous partager. Donc, les médias ont annoncé plus de 450 millions d'attaques recensées pour les JO de Tokyo de 2021. Pour autant, l'ANSSI dénombre 548 signalements et incidents de cybersécurité en lien avec les JOP de Paris 2024. Comment on explique cet écart astronomique de chiffres ? Alors, les chiffres, en fait, donc les 450 millions déjà à Tokyo, c'était une toute petite partie du volume d'événements, puisque c'était simplement NTT, qui est l'opérateur télécom nippon, qui avait communiqué sur cette partie-là. Atos, en parallèle, avait communiqué autour de 5 milliards d'attaques, donc il fallait cumuler, puisque c'était aussi un des pans de la stratégie de Tokyo, c'est qu'ils avaient 7 différents intégrateurs de cybersécurité qu'ils avaient mis côte à côte, ce qu'on a voulu ne pas faire au sein de Paris 2024, pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Des événements, on peut en compter, à Paris 2024, on en a compté en milliards. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Un événement, c'est on se connecte sur l'ordinateur, c'est déjà un événement en soi. Le fait qu'il y ait une connexion sur un compte, c'est un événement. Si cette connexion-là, elle se passe à Paris et que 5 secondes après, on a la même connexion qui se passe à New York, là, il commence à se passer quelque chose. Donc c'est pour ça que le volume d'événements, c'est toujours quelque chose qui est monumental, puisque c'est à partir de ces événements-là qu'on va pouvoir
faire nos corrélations, identifier d'éventuelles alertes qui, à partir d'un certain moment, tomberont sur des incidents de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment important de bien l'avoir en tête, ce côté entonnoir, où on a une énorme masse à la base pour sortir quelque chose de très raffiné à la fin. Donc les événements de cybersécurité, en plus, qui sont mentionnés par l'ANSSI, moi, il y a un chiffre que je veux que tout le monde retienne, c'est qu'il y a eu 0 incident avec impact lié à la cybersécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est le seul finalement qui nous intéresse en tant qu'organisateur, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de cybersécurité pendant les Jeux. On a parlé de sport, on a parlé d'émotions, on a parlé de fêtes populaires, et pas d'incident de cybersécurité. Et c'est finalement ça qu'on cherchait nous dans l'organisation. C'est vraiment important cette précision. Je pense que c'était vraiment bien de commencer par ça, parce qu'en fait c'est vraiment une question de sémantique en fait. Donc vraiment, comme l'a très bien expliqué Jérémy, vraiment distinguer ce qu'est un événement de ce qu'est une cyberattaque. Une cyberattaque est constituée de millions, de milliards d'événements. Je subis un DDoS où il y a 1 million de requêtes, je peux dire que c'est 1 million d'événements, et ça restera une seule cyberattaque. Et je pense qu'on a c'est peut-être dans ce premier enseignement, peut-être pas assez bien communiqué en amont sur cette sémantique-là, parce que du coup, on a semé une certaine confusion. Aujourd'hui, moi, mes patrons, mes dirigeants vont m'interroger, vont me dire, mais comment ça se fait vous nous aviez annoncé un apocalypse, et finalement, il n'y a pas eu cet apocalypse. Donc, il faut vraiment qu'on ait ce discours pédagogique. Et alors, oui, je rajouterais juste que souvent on vient me voir, on me dit vous avez la Poste, vous subissez probablement des millions d'attaques par an. Je tendance à dire si je subissais des millions d'attaques par an, je ne serais pas là ce soir. Je serais en salle de crise et ma salle de crise serait ma résidence, probablement ma résidence principale. Donc, c'est vraiment important de bien préciser ces notions. Ouais, il faut bien comprendre que tous ces chiffres sont vrais. Finalement, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour prendre l'exemple de la RATP, on a subi pendant l'événement une demi-douzaine de délits de service, tentative de rendre les sites indisponibles. On peut raconter ça en disant qu'on a eu 6 attaques ou des centaines de millions de tentatives de connexion sur nos sites. Les deux façons de présenter sont réelles, sont vraies. Ça dépend quel message on veut faire passer. Et c'est normal finalement avant l'événement qu'on était plutôt dans une alerte, une mobilisation pour attirer l'attention sur le risque et ce à quoi on allait être confronté. Donc plutôt l'approche technique, le volume, que sur des nombres qui auraient pu laisser penser que finalement ça allait être comme d'habitude. Ouais, je partage et je serais peut-être même un brin provocateur, mais je pense qu'on en parlera par la suite. On s'est préparé nous-mêmes, enfin, toute l'organisation des Jeux Olympiques, ou en tout cas toutes les entreprises, étaient tellement préparées auparavant qu'on a aussi sécurisé les messages, l'organisation pendant l'événement. Et effectivement, on avait des équipes sur le pont, donc on voulait rassurer avant, pendant. Maintenant, par contre, il faut qu'on communique sur le fait qu'on a quand même mis en place des systèmes, des organisations importantes pendant cette période estivale, durant laquelle, en règle générale, les entreprises sont en tout cas un petit peu plus en mode vacances, entre guillemets, et ont des effectifs moins présents. Donc, je pense que cette émission est très bien pour justement expliquer ça. Ouais, je partage complètement. Hein. C'est un peu comme si on disait il n'y a pas eu d'attentat, il y a eu très peu d'actes de délinquance. Donc ça ne servait à rien de mettre en place tout ce dispositif policier au sens large. Donc c'est justement parce qu'il y a eu tout ce dispositif policier au sens large qu'il y a eu peu d'incidents de sécurité. Dans le domaine cyber, c'est aussi ça. Je pense qu'on va en parler, c'est parce que je pense que collectivement, on s'est plutôt bien préparé, qu'on a réussi à absorber le choc en quelque sorte. Ouais. Je reprends le chiffre de Jérémy, 0 incident, mais pas 0 attaque. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ouais, moi, je voulais juste dire que je pense vraiment que c'est une approche beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueuse envers notre métier, de montrer qu'au final, voilà, les résultats sont bons. Il ne faut pas chercher où c'est négatif. Et ça, c'est très, très important. Et après aussi, ce que j'ai aimé dans le rapport d'ANSSI, qu'ils ont défini aussi la période. Ils ont dit, voilà, on parle des attaques, des incidents entre le 8 mai et le 8 septembre. J'ai pas trop trouvé par rapport à ce qui s'est passé à Tokyo, de quelle période on a parlé. Et ça aussi, voilà, je pense c'est vraiment, là c'est très, très, très bien fait et c'est très positif. Donc bravo à tous.
comme tu l'as dit, Yasmine. Donc, je comprends finalement que tout est une question aussi de définition de ce que c'est qu'un incident en fait. Et donc justement, j'avais trouvé cette citation de Gaëtan Raoult, donc, dans le mag IT qui est sorti récemment, le 8 août 2024, qui dit lors des Jeux de Tokyo de 2020, Atos et les CEO avaient évoqué 5 milliards d'événements de cybersécurité. Or, un événement peut tout aussi bien représenter une tentative d'intrusion malveillante dans un système que un mot de passe erroné. Donc c'est là où justement il faut peut-être venir mitiger sur qu'est-ce qu'un incident qui a un impact. C'est ce que je comprends de ce que vous me dites. C'est exactement ça. Et les volumes sont bien plus conséquents que les 5 milliards de Tokyo. Nous, on prend le parti d'essayer de ne pas donner de volume réel pour pas faire la course à l'échalote. Ça ne sert vraiment à rien. Mais juste parce que, par construction, ce volume-là, il évolue. Juste parce qu'on met plus de systèmes sur surveillance, juste parce que la technologie dans les Jeux Olympiques, elle est de plus en plus prégnante. Quand vous allez à la piscine, le plot sur lequel sont les nageurs, il est connecté, il envoie de l'information, c'est un vrai système connecté. C'est à partir de là qu'on va mesurer le temps de réaction du nageur, c'est à partir de ce qui est juste en dessous qu'on va avoir la plaque de contact qui va montrer la fin de la course. Et en fait, tout ça, c'est de plus en plus connecté, interconnecté, donc forcément, par construction, comme je l'ai dit, la structure des jeux fait que le volume, il est exponentiel parce qu'on connecte encore plus de choses qu'avant. Et à chaque édition des jeux, on a encore plus de technologie qu'avant. Je rajouterais un petit point en termes d'indicateurs, c'est que par contre, chez nous, en tout cas, on a eu plus de signalements des collaborateurs vis-à-vis, en tout cas, de potentielles attaques par rapport à d'habitude. Donc on avait fait, effectivement, ça c'est certainement dû au fait qu'il y a une sensibilisation qui est forte qui a été faite déjà depuis des mois, mais en tout cas là on peut remarquer que par rapport à la période estivale de l'année dernière, les signalements, en tout cas volontaires des collaborateurs, sont beaucoup plus importants. Donc c'est bien, ça veut dire aussi que la vigilance était plus importante au sein de l'entreprise et des personnes qui y travaillent au quotidien. Donc on fait plus attention, on est plus réactif, on fait remonter plus de potentiels incidents ou de choses qu'on a identifiés comme potentiellement une menace. Alors là, on a parlé de quantité, maintenant on va parler plutôt de type de menace. Donc forcément, pour préparer les JO, il y a eu beaucoup d'experts en threat intel qui ont listé un ensemble de menaces auxquelles ils s'attendaient. Est-ce qu'il y a eu un écart entre ce qu'on pensait allait se produire en termes de type de menace et ce qui s'est vraiment passé? Moi, je pense notamment à deux rapports de l'ANSSI en 2023 et en 2022, voilà, qui listaient un certain nombre de menaces. Est-ce qu'il y a eu un écart sur ces menaces-là? Est-ce qu'on a vu des nouvelles menaces auxquelles on ne s'attendait pas? Alors nous, on s'attendait à beaucoup de choses. Évidemment, on avait tous en tête Olympic Destroyer. Olympic Destroyer qui était assez costaud. Pour autant, il n'y a pas eu un groupe d'attaquants volontaires qui a priori cherché à mettre à mal les jeux. Il y a eu des groupes d'attaquants très connus sur la place qui ont été identifiés 4 mois avant les Jeux dans l'écosystème des Jeux. Ils ont été identifiés, ils ont été débusqués, ils ont été sortis. Donc la menace, elle était là, elle était réelle. Pendant les Jeux, pendant mon entretien d'embauche, je discutais avec Franz Regul, qui est le RSSI de Paris 2024, et je lui avais dit, il m'avait dit à quoi tu t'attends. Je lui avais dit, forcément, le jour de la cérémonie d'ouverture, il y aura des DDoS. On n'est pas passé à côté. Des DDoS, il y en a eu tout au long de la journée de la cérémonie d'ouverture. Mais vraiment, tout au long de la journée, avec des volumes plus ou moins élevés, mais en tout cas, il y en a eu. Il y a eu des password spraying, ça, on en a vu énormément. Donc, c'est des gens qui ont testé des mots de passe sur les comptes de nos collaborateurs. Ça, on en a vu énormément. Des tentatives de sabotage. Donc, la menace physique, elle a eu aussi lieu. Après, on pourra peut-être parler de la cérémonie d'ouverture et comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, mais en tout cas, ce genre de choses-là, on s'y attendait, ça a eu lieu. Des phishing énormément, évidemment. Et puis, il y a eu tout ce qui n'a pas été directement contre les jeux. Je crois que j'en avais parlé l'année dernière, le grand public. La vraie tendance, elle est là maintenant, c'est que je pense que les attaquants opportunistes, pas les attaquants étatiques, qui eux ont une vraie volonté de déstabilisation, mais en tout cas les attaquants opportunistes qui veulent se faire de l'argent, ce qu'ils vont viser, c'est plutôt le grand public maintenant. Et on l'a vu, le succès des jeux a été phénoménal, et le volume de fausses boutiques en ligne après les jeux a été phénoménal pour attraper les gens qui voulaient venir acheter des goodies ou des choses comme ça. Sur les faux billets, il y a eu un énorme travail en amont qui a été fait, notamment avec le ComCybergendre,
On a identifié beaucoup de sites de revente, de faux sites de revente de billets. Donc ceux-là, c'est pareil, on les a mis à mal pour être tranquille pendant l'événement. Et donc tout ça, on s'y attendait plus ou moins. Ça s'est passé. Des tentatives aussi de fraude au président dans certaines organisations sous l'image des jeux. Tout ça s'est passé, ça a eu lieu, mais ça n'a pas eu les impacts négatifs qu'on aurait pu attendre, et tant mieux. Ouais. Et puis alors, donc nous, on n'était pas directement concernés par l'organisation des JO, on était supporters officiels, mais la visibilité des JO, et plus généralement le contexte international depuis quelques mois, fait que il y a une bascule du type de menace. Jusqu'à présent, ma préoccupation principale, c'était le cybercriminel ou le criminel cyber, je préfère parler dans ce sens-là. Donc typiquement les menaces de type ransomware. Donc c'est évidemment toujours prégnant, mais les menaces des acteurs de type activiste c'est vraiment devenu une menace très importante. Et c'est ce qu'évoquait Jérémy, des DDoS. C'est quelque chose je ne dirais pas qu'il avait disparu, mais qui en tout cas on voyait beaucoup moins. Et alors que depuis quelques mois, on voit une résurgence de ce type d'attaque parce que en fait la motivation n'est pas la même. La motivation n'est pas la même, et puis c'est facile à faire. Délit de service aujourd'hui, tout le monde peut le faire, il y a des bots sur Internet, c'est quasiment une cyberattaque à ce service, donc c'est pas coûteux, ça permet d'avoir une visibilité. On s'attendait aussi à des DDoS, alors nous on en a régulièrement, il n'y a pas vu de baisse sur le sujet, les sites RATP sont régulièrement victimes de tentatives de DDoS qu'on arrive à contrer. On craignait pendant l'événement, principalement lié au contexte géopolitique que tu évoquais, des acteurs étatiques, des cyberattaques pointues, spécifiquement construites pour les JO. On n'a pas constaté, c'était plutôt effectivement délit de service en masse, sur les sites, qu'on a su contrer finalement assez facilement, assez traditionnellement, du phishing, mais des choses qu'on aurait pu voir n'importe quand. En dehors des JO, on n'a pas vu de type d'attaque ou d'attaquants spécifiquement mobilisés pour les JO, tant mieux. Mais en tout cas, on était prêts à ce type de menaces et d'attaques. Pour les acteurs étatiques, en fait, oui, je pense qu'on a vu peut-être un type d'attaque différent parce que si on parle de la Russie, oui, peut-être il n'y a pas eu des attaques très destructives, mais ils ont mené quand même les campagnes de désinformation et ça, ils ont commencé même avant les JO et pendant les JO, ils ont utilisé leur réseau d'influence comme Storm 1516 où ils ont amplifié en fait tous les messages en fait pour créer la panique, semer de la peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo fake du Hamas où en fait cette organisation terroriste menaçait les JO. Après c'est les Russes qui étaient derrière. Après ils ont sorti aussi un faux article de Figaro comme s'il y avait une prise d'otage à Paris. Tout ça pour vraiment montrer il y a vraiment un risque d'une attaque terroriste. Après les Chinois, oui, se sont concentrés plus sur les 40 médailles en or qu'ils ont eu. Mais selon une recherche de notre équipe de recherche INSICT, il y a eu quand même une petite campagne de reconnaissance contre les entités françaises qui sont liées au JO, comme la Fédération française de voile et il y en a d'autres. Après, ils n'ont rien exploité. C'était vraiment là. Et les Iraniens aussi se sont concentrés beaucoup sur Israël en fait, on appelle ça la cyber-intimidation. Ils ont tout fait pour semer les messages de haine contre la délégation israélienne. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas eu les attaques vraiment destructives, mais bon, il y a eu quand même des campagnes. Ouais, moi, je partage effectivement. Il y avait un contexte, on va dire, géopolitique qui est effectivement où il y avait de la désinformation, mais pas forcément ciblée, en tout cas, contre le groupe Crédit Agricole, par exemple, ou d'autres entreprises françaises. Après, nous, les attaques, c'était pareil, du même style, du DDoS classique, du phishing. Il y a eu un peu plus de fraude au président. On a eu une augmentation là-dessus, avec potentiellement aussi des ransomware où on peut avoir des risques de fuite de données, notamment personnel de santé. Voilà, mais pas plus que d'habitude, en fait, pour le coup. Donc, effectivement, là-dessus, les nouvelles menaces... alors, je crois qu'il y avait une émission cette semaine sur les deepfakes. Tout à fait. Donc, ça peut potentiellement, effectivement, on y avait pensé à ça, mais on l'a pas eu, en tout cas, non. Ouais. Alors je
serais assez prudent avec ce qui est dit lorsqu'on évoque des États. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous ici, c'est pas notre rôle en fait. En réalité, lorsqu'on commence à évoquer un État X ou Y, on rentre dans ce qu'on appelle l'attribution, et l'attribution, c'est le rôle du politique. Donc nous, tout au plus, on peut faire une imputation technique sur la base d'éléments techniques, des marqueurs, des TTP, des modes opératoires qui nous font penser que c'est le groupe APT-XX ou APT-Y et APT-XX. Voilà, et APT-XX, on sait qu'il a des amitiés avec tel État, et après nous, on s'arrête là, si je puis dire. Il faut être prudent là-dessus, effectivement. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut constater qu'il n'y a pas eu d'attaque de ce niveau-là, qui était potentiellement attendue ou annoncée par nos autorités. Dire que c'était des Russes, des Chinois, des Iraniens, des Brésiliens ou autres, je n'ai aucun moyen technique de le savoir. Est-ce que le contexte géopolitique les a occupés ailleurs ou pas ? Il faudra tirer la leçon. Peut-être qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui et qu'il faudra analyser ça avec les autorités. Mais ouais, sur l'attribution, effectivement, je te rejoins. Soyons prudents sur l'analyse technique. Un flux qui prétendument viendrait de Russie, finalement, on ne sait pas trop d'où ça peut venir en réalité. Alors, je voulais justement partager avec vous cette citation, qui sort également d'un article du MAGIT, qui est sorti donc, le 19 août 2024, qui dit « Le pic d'attaque le plus important s'est produit le 29 juillet et a touché simultanément 3 sites web de sponsors en totalisant 84 millions de requêtes liées à des attaques DDoS en une seule journée. » Donc moi, ma question, c'est de savoir quel secteur a été vraiment le plus touché pendant ces JO, et comment ça s'est matérialisé. Vous représentez tous des secteurs différents. Comment la menace s'est matérialisée en fonction des secteurs d'activité ? Bon, enfin, moi, je vais me répéter, mais des attaques de type DDoS en journée qui bloquent les sites internet de la banque. Mais honnêtement, rien de très grave non plus. Ça s'est arrêté à ça. Plus effectivement des tentatives de phishing, mais qu'on a toute l'année en fait. Donc pour le coup, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Toi, Nina, comment tu l'as perçu ? Oui, aussi, je pense, oui, on a pas mal de clients en France. Je pense que tout le monde a subi un peu de DDoS. Rien d'extraordinaire. Et après, ce qui est bien, c'est que les équipes avec qui on travaille, ils ont travaillé déjà sur tous les scénarios. Ils étaient prêts. C'est pas, je pense que c'était beaucoup plus stressant, peut-être 6 mois avant les JO, que chaque fois qu'il y avait un DDoS, ils nous ont contactés, ils étaient là. Oui, il faut vraiment qu'on trouve absolument. Je sais pas, oui, pendant les JO, c'était vraiment, ouais, là, c'était bien. Ils savaient ce qu'il fallait faire, donc, ouais. Ouais. Dire quel secteur a été le plus attaqué, je n'en sais rien. Côté transport, finalement, avec le recul, on a presque moins d'attaques qu'en temps normal sur nos sites internet. En tout cas, pendant la période de cérémonie d'ouverture, dont on va peut-être reparler, au tout début, on s'attendait à une vague. Les équipes étaient plutôt, non pas désœuvrées, mais dans l'attente. Par rapport à une journée normale telle qu'on subit sur nos sites, finalement, pas de hausse d'attaque, pas de hausse de volume. Donc, côté transport, côté RATP, en tout cas, c'était raisonnable en termes de volume. J'ai une petite pensée pour nos collègues de la SNCF qui ont subi des attaques plutôt physiques. Donc, le secteur des transports a quand même été visé. Touché, oui. Et ils ont très bien réagi. Et il n'y a pas que la cyber. Ça commençait fort ce jour-là, effectivement, avec quelques sueurs froides le jour de la cérémonie d'ouverture. Mais finalement, sur la période, on a eu un peu plus certains jours, mais très raisonnable par rapport au volume habituel. C'est exactement ça. Et, alors moi, je ne suis pas d'accord avec l'assertion de Cloudflare là-dessus, parce que forcément, ils ont une vision périmétrique sur les systèmes qu'eux gèrent, et donc ils voient ça. Je pense que la cérémonie d'ouverture, nous, on voit le pic à la cérémonie d'ouverture. Enfin, vraiment, le 26, ça a été notre journée dense. On était forcément en observation après sur la suite, sur la première semaine, et puis après ça s'est quand même globalement déroulé tranquillement d'un point de vue défensif, parce que les systèmes de protection étaient efficaces un peu chez tout le monde. Mais comme le relève l'ANSSI sur son nombre d'événements, c'est un nombre d'événements sur un faible nombre d'entités qui relève quand même d'un niveau global d'intensité élevée. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que on a regardé au microscope un petit truc et on a compté vraiment tout ce qui tapait, alors que d'habitude c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus général. Donc c'est le même volume d'événements, mais sur un scope qui est beaucoup plus large. Donc là, l'intensité a été plus forte à ce moment-là.
Et comment s'est organisée la collaboration entre le secteur public et privé? Je sais notamment que les autorités ont créé une sorte de groupe des ciseaux, un cercle des ciseaux, et je voulais partager justement ça, donc qui vient de Benoît Lepierre, donc directeur technique adjoint chez Eviden pour le MAG IT. Si la RATP subit un DDoS, elle nous transmet des informations techniques comme l'IP à la source de l'attaque, et nous pouvons distribuer cette information en temps réel dans nos systèmes afin de protéger les SI de Paris 2024. Je comprends qu'il y a vraiment une collaboration qui s'est faite. Comment ça s'est mis en place? Et d'ailleurs, une collaboration qui était nécessaire, hein, j'imagine, En fait, du contexte. la collaboration, très honnêtement, elle existe déjà, elle marche plutôt bien, très bien entre nous, au travers d'un certain nombre de cercles de confiance ou d'autres, l'Intercert ou autres. Enfin, nous, par exemple, on est membre de l'Intercert, enfin, notre patron de notre CERT est même le président de l'Intercert, donc il y a déjà ça qui fonctionne bien. Nous, on était informés quotidiennement par l'ANSSI de la situation, donc on recevait des bulletins tous les jours de la situation par l'agence. Il y a des initiatives particulières qui ont été mises en place, initiative portée par France Régule, donc le RSSI de Paris 2024, qui avait créé un club des RSSI des JO, qui regroupait tous les partenaires directs des JO, donc qui concouraient directement à la réussite des JO, et les supporters officiels, comme le groupe La Poste. Donc on avait participé à ces moments d'échange là, qui ont été mis en place de mémoire depuis début 2024, où on partageait de l'expérience, on expliquait comment on allait faire pour se préparer. Donc c'est vraiment un cercle de partage, et qui, en cas de crise, aurait pu servir aussi pour qu'on s'entraide. Bon, il se trouve qu'on n'a pas eu à jouer ce cas de figure, mais voilà, mais ça a été vraiment un moment de préparation collective, je dirais. Ouais, collectif, c'est vraiment le mot. Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment cherché à faire depuis le début, que ce soit de la stratégie, puisque le club des ciseaux de Paris 2024, alors c'était septembre 2023 la création. J'ai dû rater le premier. Donc, on a d'ailleurs eu la clôture la semaine dernière. Il a été fait dans ce but-là de partage. On a aussi beaucoup travaillé avec l'ANSSI, qui est arrivé assez tôt, mais en même temps tard pour nous dans le projet, puisqu'ils sont arrivés en juillet 2022, suite aux événements du Stade de France, et ainsi de suite, donc ça a été un gros morceau. Par contre, la collaboration avec l'ANSSI, elle a été top, parce qu'elle nous a permis, nous, d'avoir un interlocuteur unique vis-à-vis de l'ensemble des services de l'État. Et les services de l'État, il y en a beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup quand on n'est pas dedans. Donc ça a été vraiment important pour nous de pouvoir avoir ça. Et donc, au sein de notre centre des opérations de cybersécurité, on voulait dès le début avoir un officier de liaison avec l'ANSSI, qui a été finalement notre point de contact privilégié pendant tous les jeux. Donc ça tournait évidemment, on en avait plusieurs. Donc ça, c'est pour la partie stratégique et gouvernance. Et puis sur la partie technique, l'effort collectif, alors moi je viens du même groupe que Philippe, donc on a des appétences assez proches. Paris 2024, quand j'ai pris la cybersécurité opérationnelle, j'avais deux choses en tête. Le partage d'informations techniques, donc toute la threat intelligence, mais opérationnelle et actionnable, et puis le côté CERT. Donc on a monté le CERT Paris 2024, donc un CERT éphémère qui a rejoint l'Intercert et qui a un vrai cercle de confiance duquel on a pu avoir beaucoup d'informations. Et puis on a monté cette plateforme de threat intelligence technique dans laquelle on a partagé des marqueurs. Donc nous, on a généré des marqueurs qu'on voyait sur nos systèmes, on les a partagés à la communauté. Donc il y avait 25 de nos partenaires qui étaient raccordés à cette plateforme-là pour récupérer de l'information ou pour nous en fournir. Et pendant les jeux, quotidiennement, on avait un call tous les matins avec les partenaires pour leur expliquer ce qu'on voyait et vice-versa. Donc on a fait ces échanges-là pour être dans un vrai mode collaboratif, pour s'assurer que tous ensemble, parce que la faillite, si elle était sur un, elle était sur tous. Donc on voulait vraiment éviter une faillite pour s'assurer que tout se passe bien et soit opérationnel pendant les jeux. Alors moi, c'était quand même ma grande crainte avant l'événement. Parce que j'étais sûr qu'on serait tous individuellement préparés. Chaque entreprise a fait ce qu'il fallait pour être protégée. En France, on peut quand même être les champions du monde ou la médaille d'or de la complexité administrative et de l'organisation. Donc, on voyait beaucoup d'acteurs, effectivement, sur la cyber. Je te rejoins, on est membre de l'Intercert, on se connaît, il y a une communauté active. On rajoute un échelon avec le COJOP, le Comité des Jeux Olympiques, le TOC avec Atos. On rajoute des ministères, des autorités, qui tout le monde voulait participer à l'événement, savoir ce qui se passait. C'était vraiment ma crainte qu'on désorganise finalement quelque chose qui marchait plutôt bien avant, en voulant rajouter des instances, du pilotage et autres. On a fait un exercice de crise décembre 2023, je crois, début décembre, dans lequel la RATP a joué.
qui a montré qu'il y avait des axes d'amélioration sur cette coordination. Et finalement, tout s'est très bien passé. Et je vous rejoins. Pendant l'événement, et je confirme la citation, la RATP a partagé en temps réel les éléments techniques sur les plateformes. Et puis on en a reçu aussi. Donc c'était formidable. Il faut sans doute le garder. Mais c'était quand même un des risques que j'avais identifié sur cette capacité à coordonner un tel nombre d'acteurs avec la pression et l'urgence pendant les Jeux Olympiques. Et finalement, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un vrai héritage qu'on pourra garder sur l'événement parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et on peut être fier aussi d'avoir réussi cette coordination. Et merci au COJOP de l'avoir si bien animé. Ouais, je rajouterais pour le secteur bancaire, on avait un groupe de place aussi avec la Banque de France et le ministère des Finances qui se rajoutait du coup à ce que vous avez dit, tout ce qui est intercert, et qui était au-delà d'ailleurs, le groupe de place était au-delà de la cyber. La cyber était un élément du groupe de place qui était en tout cas axé sur l'événement des JO, avec les risques, avec l'IT, la cyber, et puis avec d'autres départements dans lesquels effectivement on parlait des risques au sens large, y compris cyber. Donc ça venait se rajouter à une couche supplémentaire, mais qui était en fait nécessaire, puisque avec une vision plus globale que simplement le risque cyber. Donc ça, c'était assez intéressant, et puis focusé sur le secteur bancaire en l'occurrence. Mais je pense, oui, cette crainte de manque de communication, on l'a vu en fait, et on a vu qu'il n'y avait pas de communication au début, mais même juste au sein de la même entreprise. Quand on a commencé de préparer les JO avec nos clients, parfois on est invité sur le même appel une équipe de gestion de vulnérabilité, une équipe CTI. Et on voyait en fait qu'ils se connaissaient pas. Ils se sont jamais croisés à la cantine, ils se sont jamais parlé. Et en fait, c'était un peu bizarre au début. Et pareil pour les équipes de sécurité physique et sécurité cyber. Mais plus on approchait en fait des JO, on voyait comment ils travaillent mieux ensemble parce que bon, il fallait travailler sur les mêmes exercices et tout. Et là, c'est quelque chose qui était super positif. Et aussi, on a vu l'amélioration en fait du dialogue entre l'opérationnel et le leadership, oui, entre les CERT, on a vu ça en fait. Et on a vu vraiment l'esprit des JO en train de régner là sur les équipes de sécurité. Et oui, pourvu que ça dure parce que on a de l'expertise, on a de l'expérience. On a des ressources maintenant, il faut juste continuer à communiquer et partager de l'info. C'était pas tellement le manque de communication que je craignais, c'était plutôt trop de communication, trop d'acteurs à associer qui veulent prendre l'information en premier. Et finalement, ça s'est super bien organisé. Effectivement, quand on rajoute la sécurité physique, les risques, le secteur des transports, bancaires, les autorités nationales, ça fait beaucoup d'acteurs et finalement, tout s'est bien passé. Ouais, c'est bien. Alors forcément, c'est un événement exceptionnel, donc on a dû mettre, je suppose, peut-être des mécanismes exceptionnels. Est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques pour se prémunir contre les cyberattaques ou ce type de menaces qui ont été mis pendant les JO ? Alors oui, évidemment. Parmi ceux-là, alors je vois l'image, donc forcément ça me parle beaucoup, mais... Alors, on partage l'image pour le public qui nous regarde. Le Centre des opérations de la technologie de Paris 2024, c'est quelque chose qui est éphémère, alors qui a ouvert en juin 2023, puisque pendant l'été 2023, on avait fait toute une série de ce qu'on appelle des test events, donc des compétitions à froid, alors qui parfois étaient des compétitions internationales. Mais nous, on s'appuyait quand même sur les systèmes de Paris 2024. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, on testait aussi les équipes, on testait nos capacités de réaction et on testait nos capacités à travailler ensemble. Donc ça, c'est le centre des opérations de la technologie. Il a débuté tranquillement en juin 2023. Il est monté en pleine puissance en juin 2024, donc un an plus tard. Et c'était 140 positions donc d'experts qui étaient là en 24/7. Donc les positions, forcément, il y avait 3 équipes pour assurer le 24/7. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment construit pour l'événement. On est sur les consoles en permanence à regarder ce qui est en train de se passer, à profiter aussi un petit peu de l'événement, parce qu'on a des télés, évidemment, il faut qu'on s'assure que le flux continue de fonctionner. Donc on a le droit aussi quand même de regarder le sport. Mais faut avoir en tête qu'il y a des SLA qui sont à 15 millisecondes sur certains services qui sont rendus. Donc évidemment, dès que ça pète, il faut que quelqu'un soit dessus. Donc ça, c'est pour la technologie, mais c'est vrai aussi pour la cybersécurité. Donc nous, on avait un espace un peu confiné au sein du centre des opérations de la technologie, parce qu'on pouvait être amené à traiter des informations sur nos collègues d'à côté,
qui à un moment pouvaient abuser de leurs privilèges. On aurait pu avoir une menace interne à un instant T, et il fallait que nous, toutes nos analyses, elles puissent être faites de façon confidentielle pour s'assurer que si jamais malheureusement, pour une raison X ou Y, on avait eu une menace interne dans les sièges d'à côté, on puisse la traiter en toute sérénité sans que ça n'apparaisse sur les écrans de tout le monde. Donc oui, ça a été vraiment construit très spécifiquement, et il y avait plus d'une douzaine de nationalités dans cet espace-là. Donc c'est quelque chose qu'on a partagé avec l'ensemble de tous nos partenaires qui sont évidemment mondiaux à l'échelle des jeux, tout simplement. Et alors nous, à l'échelle d'un groupe comme La Poste, en fait, on a mis en place un plan de sécurisation, enfin un plan cyber en vue des JO, à l'échelle du groupe, alors avec des aspects techniques, des aspects de gouvernance, donc qui étaient pilotés par la direction cyber du groupe, qu'on a appelé plan Turing. Alors, on aime bien donner des noms de baptême à nos opérations de cyberdéfense, à nos plans. Alors pourquoi Turing? Évidemment, c'est un clin d'œil à, imaginez bien, Alan Turing. Alors, tout le monde connaît ce que faisait professionnellement Alan Turing, scientifique, informaticien, cryptanalyse, mais c'était aussi, c'est un peu moins connu, c'était aussi un amateur de course à pied, un sportif plutôt de haut niveau, donc voilà, pour les JO, on trouvait que ça cadrait bien. Donc plan Turing, ça c'est pour l'anecdote. Et on avait identifié 7 thématiques de mémoire, sensibilisation, ressources humaines, c'est-à-dire avoir les capacités de mettre des astreintes en place au bon moment, etc. Préparation opérationnelle, c'est-à-dire entraînement avec un gros exercice de gestion de crise cyber qu'on a fait juste avant les JO en juin. Sécurisation de nos SI, enfin il y en avait en tout 7 axes et une quarantaine de mesures. Donc la direction cyber du groupe pilotait ça, donc chacune de nos business units en fait devait nous reporter sur l'état d'avancement. Il y avait des actions au niveau groupe et des actions qui étaient décentralisées. On avait un suivi, on reportait aux équipes dirigeantes tous les 2 mois sur l'état d'avancement du plan. Alors, il y avait à la fois des mesures, je dirais, très conjoncturelles liées aux JO, faire une veille dédiée, la CTI dédiée aux Jeux Olympiques, l'aspect RH que j'évoquais tout à l'heure, faire en sorte que les dispositifs d'alerte, dispositifs d'astreinte soient bien en place. Il y avait des mesures qui étaient des simples checklists, et puis les JO nous ont aussi servi, je dirais, de catalyseur ou d'accélérateur, parce qu'en fait, on avait un certain nombre de projets de sécurisation qui devaient s'étaler un peu plus dans le temps, et là, voilà, on a saisi en quelque sorte l'opportunité des JO pour être prêt avant les Jeux Olympiques. On avait une approche assez similaire. Donc un programme groupe piloté par la direction centrale, spécifique Jeux Olympiques. On a assez vite défini la stratégie de ne pas faire de rupture technologique, de ne pas investir sur une technologie différente, quelque chose qui aurait pu apparaître comme étant la bonne solution, en se disant il vaut mieux maîtriser ce qu'on a en production aujourd'hui, quitte à renforcer les dispositifs, bien maîtriser le système. Donc on a fait beaucoup d'entraînements, un peu comme vous. On a augmenté les capacités opérationnelles, les astreintes, durci et renforcé tout ce qu'on pouvait en existant. Mais on n'a pas déployé de nouvelles solutions spécifiques, très peu à la marge. On a plutôt accéléré effectivement des projets qui auraient pu prendre 2-3 ans pour être réalisés, mais sur du durcissement, du renforcement de l'existant. J'avais encore une fois la crainte de mettre en place une nouvelle technologie en dernière minute et qu'on ne la maîtrise pas. Et je préférais assurer les opérations, la capacité à opérer et à connaître nos systèmes. Donc, c'était un choix stratégique. Et le deuxième, c'était plutôt d'avoir une approche détection-réponse, de travailler vraiment cette capacité à être meilleur en détection, meilleur en réponse, parce qu'on s'attendait à des événements, vu les volumes qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des choses. Donc, connaissez notre existant, nos faiblesses éventuelles, et plutôt s'entraîner à détecter, réagir, appeler les petits camarades, passer les informations et informer tout le monde. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'accent pendant la préparation, plus que sur la technologie en soi, puisqu'on a déjà un socle qui est efficace aujourd'hui. Donc, voilà l'approche qu'on a prise. Je dirais pas mieux, que mes petits camarades. On a eu la même approche depuis quelques mois, effectivement, où on a de la même façon mis en place un plan de sécurisation JO. Donc sur les mêmes thématiques, je pense qu'on a tous les mêmes approches. On a essayé d'accélérer quand même sur les vulnérabilités, en tout cas la remédiation là, sur ces problématiques-là. Cet événement nous a fait accélérer, et c'est bien d'ailleurs sur ce point-là. Après, oui, pareil, on a doublé les astreintes, on avait beaucoup plus de communication qu'en temps habituel, à un panel plus large en tout cas de personnes. Donc tous les jours, il y avait du push d'infos effectivement qui était effectué, alors que d'habitude, c'est peut-être, en tout cas c'est fait régulièrement, mais
pas à cette fréquence-là en tout cas. Et puis après, oui, alors les exercices de crise, nous, on en fait régulièrement dans le secteur bancaire, donc avec la Banque de France ou la BCE. Mais on a fait un peu de spécifique aussi sur les JO. Mais bon, un plan avec 5 ou 6 thématiques comme vous. Voilà. Bon, je comprends du coup qu'on a bien mis des choses spécifiques à cette situation en place et clairement ça a bien marché. Donc est-ce qu'on garde quelque chose des dispositifs qui ont été mis pendant les JO ? Moi, je peux dire encore une fois, moi, je peux parler pour mes clients. Ils ont commencé à se concentrer beaucoup plus sur la réduction de la surface d'attaque, par exemple. Ils continuent. Avant, pendant des années, ils nous disaient on n'a pas de ressources, on n'a pas de budget. Là, ils ont testé et en fait, ils ont vu que c'est... Encore une fois, je le présente peut-être du même, mais et déjà, ils ont eu les ressources pour ça. Et là, je pense qu'ils ont pu communiquer à leur leadership la valeur ajoutée. Et du coup, ils continuent. Et pareil pour tout ce qui concerne les identités compromises. La veille géopolitique qu'on a évoquée, c'était pas si évident que ça encore il y a 1 an et il y a 2 ans. Et là, je pense que c'est là pour rester. En tout cas, j'espère bien. Je peux dire, oui, je suis plutôt rassurée par rapport à nos clients. Donc, oui, nous, de la même façon, on va continuer sur un certain nombre d'axes. Il y a aussi la régulation DORA, notamment, qui nous pousse aussi d'ici l'année prochaine et futures années sur la gestion, en tout cas, de crises et d'incidents. Donc, on va continuer à tout ce qui est remédiation, on continue. Le doublement des astreintes, on va peut-être pas, on l'a arrêté. Il faut bien que les gens aussi Se reposent de temps en temps. Mais en tout cas, tous les aspects techniques, oui, on va les maintenir. En tout cas, la sensibilisation, on la maintient aussi fortement. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place grâce à cet événement-là qui vont rester pérennes en fait. Et chez nous, c'était d'ailleurs un critère pour savoir si on mettait quelque chose en place pour les Jeux Olympiques. On se posait la question est-ce que ça va servir après ? Est-ce qu'on va le garder ? Cette question-là, elle se posait systématiquement. Moi, je retiens quand même, au-delà des aspects techniques et des vulnérabilités qu'on a corrigées, qu'aujourd'hui, quand on parle de crise, de gestion de crise à la RATP, le sujet cyber fait partie du dispositif. Donc, on a un PC de communication cyber qui a été créé pour l'événement et qu'on va garder, qu'on saura activer. Les gens ne se posent plus la question de est-ce qu'il faut appeler la cyber, pourquoi la cyber. Ça fait partie des dispositifs naturels, systématiquement associés à une crise éventuelle, en fonction des thématiques évidemment. Donc ça, c'est un héritage quand même très important. La cyber est installée à la table des gens qui travaillent sur la résilience de l'entreprise. C'est plus remis en cause, c'est pas discuté. On a montré la valeur ajoutée, on a travaillé avec les autres équipes, on a des canaux de communication qui sont installés. Et puis l'expérience qu'on a vécue pendant les Jeux, qui a soudé les équipes autour de l'événement, c'est quand même un capital sur lequel moi je vais surfer pendant quelques mois, et qui a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Là où jusqu'à présent, on n'était pas face à une telle vague, tel volume d'attaques annoncées, on s'est quand même préparé, on a fait des exercices, on a mis des gens ensemble dans la même pièce pendant un certain temps, sous pression. Tous les jours, on regardait, effectivement, on attendait les communications des collègues. Donc il y a une expérience, un vécu qui est un vrai héritage qui n'est pas technologique, mais qui est important pour la résilience et la cyber de l'entreprise. Je dirais pas mieux non plus. On est en train de travailler justement sur le rétexte, pas tellement le rétexte des JO, mais le rétexte du plan de sécurisation qu'on a mis en place pour voir sur quoi on peut capitaliser. Et je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit, avec aussi un fort volet préparation opérationnelle, donc entraînement, la gestion de crise cyber, enfin la gestion de crise d'origine cyber, parce qu'en fait la crise elle est pour les métiers. L'origine est cyber, mais la crise est pour les métiers. Donc la gestion de crise d'origine cyber, nous on a retravaillé notre doctrine, on a créé un centre de gestion de crise d'origine cyber au niveau du groupe, qui a pour objectif de coordonner l'ensemble, les équipes opérationnelles, les équipes au niveau de nos BU. Et donc on a beaucoup d'enseignements à en tirer, et là on s'inscrit dans un cycle de préparation opérationnelle annuelle, c'est-à-dire que de septembre jusqu'à avril-mai, on fait de la formation sur nos procédures, notre doctrine avec nos équipes, et avec un exercice de niveau groupe en mai. Donc vraiment cette dynamique qu'on a mis en place, eh bien en tout cas on a la volonté de la faire perdurer, et je pense que la volonté est partagée au sein du groupe. À l'échelle de Paris 2024, nous, l'héritage, c'est l'expérience, la connaissance, donc ce qui a été dit, puisque on se dissout, donc on est en train déjà de fermer l'ensemble des différents systèmes. Il y a quelques pratiques qui ont été appréciées aussi par l'écosystème. Je pense que
la plateforme de partage d'indicateurs techniques. Il y en a sur certains pans, les banques font ça très bien entre elles. Là, on l'a généralisé sur un écosystème de tout secteur d'activité. Et ça a présenté quand même une valeur. Enfin, on avait les partenaires des jeux, quels qu'ils soient, pouvaient souscrire à la plateforme, mais de tous les secteurs d'activité différents. Donc c'était... ouais, ça, je pense que c'est quelque chose que les partenaires, en tout cas nos partenaires, ont apprécié et veulent maturer pour regarder à faire à plus grande échelle. C'est un des partages d'expérience qu'on fait aussi avec l'Intercert, qui a aussi une volonté de pouvoir faire ça à l'échelle plus large. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit point récap sur ce qui a été dit, notamment pour les personnes qui nous ont rejoints et qui étaient un petit peu en retard. Donc, les 3 messages clés qu'on retient donc, de cette première partie, c'est 450 millions d'attaques recensées lors des JO de Tokyo de 2021, 548 incidents au JO 2024 de Paris, selon l'ANSSI. Attention, on ne parle pas de la même chose au cours d'une attaque DDoS. Il y a des millions de requêtes, mais cela ne représente qu'une seule attaque. Deuxième point, peu de cyberattaques étatiques. En revanche, beaucoup de manœuvres de désinformation, plus particulièrement de la Russie, comme les menaces d'attentats du Hamas, derrière lesquels étaient en fait les Russes. Et troisième point, la collaboration avec l'ANSSI a permis d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble des services de l'État qui sont très nombreux. Alors, on va passer du coup à la fin de cette émission, mais j'aurai encore quelques questions. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de géopolitique, de ce qui s'est passé au niveau international, mais nous-mêmes, en fait, en France, on a eu petite déstabilisation, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a eu l'Assemblée nationale qui a été dissoute. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que pour vous, typiquement, cette situation politique a eu un impact sur l'organisation des JO ou la façon dont on a géré les choses? Non. Non, du tout. Honnêtement, la situation politique intérieure française, non. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas d'indicateurs réels qui nous disent que cet événement politique a en soi créé plus d'attaques, plus d'événements cyber. Donc non, clairement. Après, je parle de la cyber. Après, le secteur bancaire, forcément, quand il y a des on va dire, situation politique un peu instable, notamment au niveau finance, et par définition impacté, on le voit. Donc il y a le budget bientôt, mais là c'est en dehors de la cyber, il y a le budget en tout cas qui va être discuté par l'Assemblée nationale, donc c'est quelque chose d'important pour le secteur bancaire, mais pour le coup l'impact cyber, non, et on ne l'a pas ressenti en tout cas. Alors, moi, ce que je trouvais justement intéressant, et je suis d'accord avec toi, Philippe, c'est que non, ça n'a pas eu d'impact. Et c'est là où ça montre aussi que finalement, dans le gouvernement, on a aussi un ensemble de gens qui travaillent et c'est très détaché de la politique. Et vous avez des personnes qui font leur métier tous les jours, quelle que soit finalement la situation du pays. Et je pense qu'on l'a très bien montré parce que finalement, ça s'est très bien passé, alors même qu'on avait une instabilité interne. Ce qui prouve que voilà, c'est chacun fait son métier de façon quotidienne en restant concentré sur ses activités et ses tâches. Et on l'a très bien fait. Finalement, on dépasse la stabilité étatique, nous, individuellement parlant. Alors, l'expertise française, est-ce que du coup, un petit retour d'expérience sur nous, les Français, par rapport à ces JO, est-ce que l'expertise française va être internationalisée? Est-ce qu'on va l'exporter? Est-ce qu'on a des conseils à donner à Tom Cruise notamment pour les prochaines JO? Oui. Je pense dans cet esprit de partage qu'on a évoqué, il faut aussi partager cette expertise avec les autres pays. En tout cas, nous, on a vu nos clients à l'international, ils s'intéressaient beaucoup aux JO en France, même s'ils n'étaient pas liés à ce qui se passait. Ils nous ont posé beaucoup de questions, ils ont suivi de près, donc il y a de l'intérêt. Oui, ils étaient plutôt impressionnés. À Tom Cruise, oui, je pense que je peux donner une recommandation parce que lors de la cérémonie en fait de clôture, quand il descendait comme ça, il a pas réussi d'ouvrir son drapeau américain, mais il a gardé le sourire. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Les choses vont pas marcher, je pense, pendant les prochains Jeux olympiques comme on les avait prévus. Il faut garder le sourire, mais aussi avoir le plan B, plan C, plan D et continuer parce que ça, je pense, dès qu'on accepte ça, qu'on va être surpris, ça va. Là, après, oui, on peut vraiment se préparer.
Alors moi, si Tom Cruise nous écoute, Sûrement. je suis pas prêt, sûr, voyons. volontiers à le recevoir au sein du Crédit Agricole pour lui parler de cet événement-là, de ce qu'on a pensé, mais avec grand plaisir. Mais sinon, non, j'ai pas forcément. On a parlé là ces communications, effectivement, préparation des équipes, et puis en termes de transversalité aussi, c'est pas simplement que les équipes cyber qui doivent être sur le pont, donc. Voilà, mais je pense que c'est pas révolutionnaire en soi comme démarche. En tout cas, ça se prépare bien avant, ça c'est clair. On communique fortement pendant, et puis après, il y a effectivement aussi les rétex, parce que tout n'est pas forcément parfait. C'est vrai qu'on est dans la phase des rétex là, c'est-à-dire Voilà, qu'on va exactement. prendre les leçons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on parle depuis le début de cette émission de préparation. Est-ce que quelque part, ça ne va pas donner aussi peut-être une bonne image de la cybersécurité à des comex en montrant bien que si on met les choses en place en amont, que si on a de la préparation, des exercices, qu'on met en place les moyens aussi nécessaires humains et technique, on peut justement se prémunir de potentielles menaces. Donc je pense que peut-être vous me direz ce que vous en pensez, mais peut-être dans cet écosystème de la cybersécurité, ça va être aussi utilisé comme exemple. Et tu le disais bien tout à l'heure, Franck, c'est pas parce qu'il s'est rien passé que ce n'est pas utile, c'est parce qu'on a mis les choses en place qu'on est dans cette situation finalement assez serein post-JO. Je pense que c'est exactement le message qu'il faut qu'on fasse passer. Alors, évidemment, notre métier est fait d'incertitude. On ne va pas dire que c'est pas parce qu'on se prépare bien et que rien va se passer. Mais en tout cas, on a montré qu'en se préparant bien, on était capable d'encaisser un certain nombre de choses. Et donc, je pense qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus, quoi. Puis alors, moi, je dirais bien à Tom, arrête, t'es trop vieux pour ces conneries. Je prends les cascades. Tu sais qu'il fait ses propres cascades, il paraît. Mais c'est un vrai sujet, l'anticipation. C'est ce qu'on doit retenir. Ça a été notre driver principal. Nous préparer au pire pour attendre le meilleur, c'est ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce qu'on a fait. On l'a fait comme tout le monde en faisant des pentests de tout ce qui sortait en production. On l'a fait comme tout le monde en surveillant et en maîtrisant notre surface d'attaque externe. Ça a été quelque chose de clé aussi. On l'a peut-être pas fait comme tout le monde, mais on a mis du bug bounty aussi sur certains assets qui étaient vraiment clés pour nous. Et puis on a fait de la red team. Et en fait, à l'issue de tout ça, on est arrivé face au jeu en confiance. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est parce qu'on est tellement en permanence en train de se tester, de se challenger, qu'à un moment, la confiance, elle vient aussi, parce qu'on sait que si sur ce périmètre-là, parmi les meilleurs attaquants, ils n'ont pas réussi à rentrer, s'ils passent, ce ne sera pas par là. En gros, c'est un peu ça les idées qu'on avait. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire les trucs vraiment critiques, si ça passe, ce ne sera pas par là, parce que là-dessus, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc ce gros travail d'anticipation, de préparation, de test, parce qu'il y a des programmes de tests qui sont vraiment particuliers aux Jeux Olympiques. On a eu 2 fois une semaine où on s'est mangé 140 crises d'origine cyber. Ouais. Et on est sous stress, et on teste le changement d'équipe, et on teste les personnes. Et là, on a identifié qu'il y a des gens, ça ne marchait pas. Il y a des incompatibilités d'humeur, donc on a rééquilibré. C'est vrai qu'on oublie l'humain. La gestion de la crise, en fait, ça révèle en fait des choses que parfois on ne sait même pas de nous-mêmes. On découvre des personnalités. On découvre des choses très différentes, et donc on a réadapté aussi tout ça. Et ça, c'est le travail de préparation. Et je suis intervenu dans un séminaire il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'engage vraiment un maximum d'équipes cyber à faire ce genre de choses-là à un moment, de se dire, pendant 3 jours, vous allez prendre la sauce, mais vraiment fort. Mais vous verrez, vous serez bien plus fort après ces 3 jours-là. C'est vraiment quelque chose d'important à tester, plutôt qu'une crise qui se fait, on est sur un pont téléphonique, de temps en temps, oui, c'est bon, on est là, on n'a rien vu, tout va bien. On teste vraiment plus le process que les personnes. Là, je pense que ce genre de choses-là, ça vaut vraiment le coup de le faire. Je vous rejoins sur le message. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que la cybersécurité, c'est pas de la science-fiction. C'est un risque. Un risque, ça se gère. On met des moyens, ça s'anticipe. Moi, je parle de préparation. Là, on a montré que bien préparé, on pouvait affronter ce qu'on nous a lancé comme étant une catastrophe. Et donc, il y a des résultats. Donc, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas être vigilant aussi sur le discours. Mais c'est une vraie valeur. Montrer que ce n'est pas que de la technologie, il y a eu tout un dispositif humain. Vous l'évoquiez, de travail ensemble, de coordination, de lien avec le métier, ça c'est important aussi. Nous, on l'a beaucoup fait, on a mis dans le programme cyber des gens du métier, pas que des gens de la cyber.
Et donc, voilà, la cyber a une existence. Et aujourd'hui, on a ce résultat, on peut capitaliser dessus, continuer à s'améliorer, mais montrer que c'est faisable, que ce n'est pas quelque chose contre lequel on ne peut rien, qu'on investirait toujours à perte. Non, on sait gérer un risque dans une situation particulière. Encore une fois, un incident peut arriver, mais on sait gérer un incident, on peut se préparer. Voilà, ça factualise un peu les investissements, les efforts qu'on met sur ce risque-là, en montrant que voilà, bien préparé, on est prêt à réagir. Donc juste pour finir, sur Tom Cruise, pour le coup, il faudra poser la question à ses voisins parce qu'on est en plein retech justement auprès des équipes de Los Angeles 2028 pour leur partager. Il y a une transmission des connaissances. C'est un vrai gros sujet, le transfert de connaissances, pour partager ce qui a marché, là où il y a des trucs qui étaient un peu plus compliqués. J'en ai pas parlé, mais Paris 2024 a été très innovant aussi en termes de cybersécurité. Au-delà du contexte technique sur l'organisation, on a été auditer tous les sites de compétition. Donc on avait une équipe dédiée qu'on a appelée la Flying Squad qui allait sur tous les sites pour faire de l'audit cyber en amont des compétitions. Ils ne faisaient pas que de la cyber, ils regardaient aussi cette fibre-là, elle se balade là, il y a peut-être un containment à faire dessus, donc une protection autour de cette fibre-là. Et en fait, voilà, c'est l'ensemble de tous ces petits travaux-là qui font qu'à la fin, le résultat est plus que satisfaisant à notre échelle en tout cas. En tout cas, les Américains ne pourront pas lutter. On a eu Zidane dans le métro. Tom Cruise peut faire ce qu'il veut. On a gagné. Voilà, on a gagné. Écoutez, je vous dis les messages aussi qui se disent à distance. Donc, félicitations. C'est des messages qui reviennent, notamment félicitations sur. On n'a pas à ne pas oublier de féliciter toutes les équipes cyber de France qui font qu'aucune attaque n'a affecté nos JO. Tout à fait. Donc, on réitère. Félicitations aux équipes cyber qui ont travaillé d'arrache-pied. Je l'entends, c'est stressant, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, mais on ressort résilient. J'imagine qu'à partir d'aujourd'hui, le stress ne vous touchera plus, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également au public et qui nous voit à distance. Donc ce soir, c'était une émission Risque Intel Média en partenariat avec Recorded Future. Je vous dis bonne soirée et à une prochaine émission.